Bonjour à tous. Merci d'être là et d'être aussi nombreux. C'est assez impressionnant, surtout que c'est ma première fois à Sonitech. Du coup, je suis Cécile Fred-Foucault. Je travaille chez Octo en tant que designeuse et au sein de l'équipe Design Responsable. Donc, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Expand Design System et surtout, j'ai un chat, Pixel, qui, désolé pour ceux qui pensaient finalement, elle n'a pas pu venir, elle n'a pas pu être présent. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de Design System et je vais vous faire un petit retour d'expérience sur les quelques années qui viennent de se passer de mon rapport au Design System. Et en fait, ça, c'était en début 2017. J'étais à La Défense dans une tour à bosser pour un grand groupe et au sein d'un projet plus ou moins intéressant. Et j'ai dit un jour, trop bien, j'étais allée à un meet-up la veille, entendu parler de Design System pendant 3 minutes. Trop bien, on va faire un Design System, vous allez voir, ça va être génial. Je dis ça à mon équipe. Alors ça a été à peu près mon état, ma réaction, mon état d'euphorie. J'étais super heureuse, j'ai dit, vous allez voir, ça va être génial et tout, on va révolutionner le truc. Alors vous vous doutez bien de ce qui s'est passé. Globalement, ça c'était le lundi. Le mercredi, j'exagère à peine, je me suis cassé la figure, rétamé, pris le mur, mangé le mur littéralement. Et ça a été un échec total. Et du coup, aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'était en début 2017, je me suis plantée, littéralement. Puis je me suis plantée d'autres fois, je vais aussi vous en parler. Et du coup, pour un peu expliquer ça, on va reprendre un petit peu depuis le début, revoir un peu ce que c'est un design system. Déjà, quand on parle de design system, on parle de quoi? Alors moi, j'ai une question pour vous, donc pour le petit micro. Alors, est-ce que vous connaissez en fait un design system qu'on connaît tous et qu'on utilise beaucoup? Trop. Je sais pas, quelqu'un a un peu une idée Ouais, je ne sais pas si j'ai la bonne solution, mais je dirais le material design. Yes, c'est exactement ça. Merci. Du premier coup, bravo. Alors oui, en effet, quand on parle de matériel, en fait, c'est le design system de Google. Donc, avec tout le guide, avec aussi toute la marque de Google. Alors qu'aujourd'hui, vous utilisez Material Angular, Material UI, finalement le matériel qui est adopté à votre framework JavaScript préféré, ce que vous faites concrètement, c'est que vous prenez le design de Google et vous mettez sur vos projets. Vous pouvez faire ça. Après, savoir, il y a peut-être des petites questions éthiques qu'on peut se poser derrière. Mais il faut avoir conscience de ça, que quand on utilise le design system d'une entreprise, on va également embarquer tout le vocabulaire de cette entreprise avec nous. Donc, matériel, du coup, ce sont des composants, du style, de la documentation, des implémentations. Alors sinon, moi, ce que j'aime bien, pour expliquer ce que c'est un design system, c'est parler de poissons. J'adore parler de poissons depuis plusieurs années. Et du coup, en fait, parler un peu de design system à travers une métaphore. Alors, c'est la métaphore de la barrière de corail. Une barrière de corail, c'est comme un design system, c'est un écosystème vivant qui évolue. On a des éléments qui vivent en harmonie les uns par rapport aux autres. Alors donc, si on prend la métaphore, les composants, ça va être tout ce qui est les poissons, les crustacés, les tortues, les homards, ou les écrevisses comme il y a quelques semaines, quelques jours. Le corail. Après, vous allez avoir du style, donc des couleurs, des textures, donc les écailles. Et pour que tout ça puisse vivre en harmonie les uns par rapport aux autres, on va avoir des chemins directeurs de la gouvernance qui va se matérialiser par des courants, par de la température de l'eau, par l'acidité, le pH, le pH, la luminosité. Et tout ça va permettre, tous ces éléments les uns par rapport aux autres, vont permettre d'avoir cette fameuse barrière de corail et design system. Du coup. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que vous allez prendre ces différents éléments séparément, les prendre dans votre barrière de corail A, quelque part dans l'océan, et déplacer vos éléments, les mêmes éléments, dans une barrière de corail B, dans un endroit différent, et vous allez pouvoir créer une deuxième barrière de corail, mais en partant des mêmes éléments. Elle sera sur la même base, mais elle ne sera pas tout à fait la même, parce que vous l'avez ordonné un peu différemment. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous donner un petit guide pour comment vous pouvez débuter, commencer vos design systems. Et dès qu'on commence quelque chose, la première chose à faire, quel que soit ce qui est valable pour un design system, il est valable pour n'importe quoi, surtout quand on veut apporter quelque chose de nouveau, ça va déjà être de convaincre les gens avec lesquels vous travaillez. Première chose, ne partez jamais seul. Que vous soyez un designer ou un développeur, embarquez avec vous le reste de l'équipe.
Donc développeur, designer, PO, chef de projet, flamant rose, testeur, voilà. Vous pouvez emmener vraiment, j'aime bien du coup les flammes roses, vous pouvez embarquer vraiment tout le monde. Même des personnes qui ne vous paraissent pas nécessairement de base importantes pour un design system, par exemple un développeur back, mais vous pouvez également les embarquer pour qu'ils comprennent aussi toute la logique derrière. Soyez du coup très pédagogue. Présentez des exemples de design system. On a la chance, c'est que c'est un milieu d'un système où on a tendance à très facilement partager, vous en trouvez très facilement. La majorité des grosses boîtes les partagent, c'est aussi une communauté qui fonctionne beaucoup autour de l'open source. Il y a pas mal de choses de repo, vous pouvez trouver plein d'exemples. Donc vous avez moyen d'avoir ça, de l'exemple. Partagez de la documentation, des articles, des podcasts, des conférences, il y a pareil, il y a beaucoup de choses. Bon, plus en anglais, mais on trouve aussi un petit peu quelque chose en français. Et enfin, participer à des événements sur le sujet. Pareil, comme c'est très communautaire, vous avez pas mal de meet-up, d'événements, de choses. Il y a un Design System, il y a Design System France qui fait des événements et qui a un Slack où il y a beaucoup de gens très actifs. Donc, n'hésitez pas à participer pour vraiment vous documenter, comprendre ce que c'est. Et aussi, ce qui est vraiment très important, c'est d'être transparent. D'expliquer vraiment les avantages et les inconvénients. Parce que oui, faire un design system, c'est très chouette, ça apporte plein d'avantages, donc je vais vous expliquer après, mais ça apporte également des inconvénients parce que vous allez voir, vous allez construire un nouveau produit. Donc, qui veut dire nouveau produit dit charge de travail supplémentaire et une implication différente. Donc, pensez vraiment être très transparent sur la charge de travail que ça va impliquer. Et du coup, qui dit charge de travail supplémentaire dit également impact sur l'organisation. Du coup, potentiellement, votre organisation va devoir évoluer. Donc, prenez vraiment ça en compte. Pas que ça soit une surprise au bout de quelques semaines, parce que sinon, risque d'échec. Et ça, c'est vraiment le truc qui est très important à bien prendre en compte. C'est que faire un design system, ce n'est pas juste, avec des guillemets, faire des maquettes, un UI kit, ou une librairie. Vous allez voir où on retrouve plein de choses autour. Parce qu'il va falloir que tous nos petits éléments puissent vivre en harmonie les uns par rapport aux autres. Ce que vous devez également faire, c'est vous demander pourquoi faire un design system. Qu'est-ce que ça va apporter à vous, à votre produit, à votre équipe, à votre entreprise? Donc, une des choses que ça peut permettre d'apporter, ça peut permettre de maîtriser ce qu'on appelle le buzz factor. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le buzz factor dans la salle? Ouais. Alors, en gros, le buzz factor, c'est vous sortez demain de... on sort tout à l'heure, voilà, tout à l'heure. On traverse la route et paf, un bus. De manière un peu moins gore, un peu moins glauque. Vous avez le droit de partir en vacances, d'être malade, de démissionner, de ne pas avoir du temps, de ne pas être disponible. Et il ne faut pas que votre savoir soit parti avec vous. Il ne faut pas que vous soyez totalement irremplaçable. Ça évite aussi certains biais que certaines personnes ont des entreprises. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va transmettre son savoir, on va le transmettre à d'autres personnes, mais on va également l'écrire, faire de la documentation. Et du coup, un design system, c'est beaucoup de documentation, donc ça permet également de dérisquer le buzz factor. La deuxième chose que ça permet, ça va être de tester. Que ça soit, vous allez pouvoir tester, que ça soit sur des tests utilisateurs, mais également techniquement dès votre niveau composant. Notamment, par exemple, faire des tests d'accessibilité dès votre composant unitaire. Du coup, vous allez également pouvoir gérer l'accessibilité beaucoup plus simplement dès le plus petit élément. Donc vous allez pouvoir, après, par scalabilité, votre accessibilité va s'épandre. Favoriser la maintenabilité, parce qu'on va être sur répété, on va être sur des petits éléments qu'on va imbriquer les uns avec les autres, donc ça va devenir plus simple, plus maintenable. Vous allez pouvoir gagner en homogénéité, parce que vous n'allez plus avoir 400 boutons, mais un, que vous allez répliquer. Et du coup, ça favorise le fait de scaler. Donc, comme on est sur réutilisation, on ne réinvente pas à chaque fois la roue, on réutilise, donc on peut plus facilement croître. Et pour définir, alors ça, ce sont des exemples, vous pouvez en trouver plein suivant vos contextes, mais faites un atelier ensemble, définissez pourquoi vous faites un design system. Et du coup, en fait, ça a été ma première erreur. Donc, quand je me suis pris le mur, cassé la figure, etc., j'étais solitaire. Je suis arrivée, j'ai dit, chouette, on va faire un design system. Mais je n'ai pas demandé l'avis de quiconque et je n'ai sûrement pas expliqué ce que c'était. J'ai juste parti du « on va faire ». Spoiler alert, ça ne marche jamais de faire ça. On ne peut pas imposer aux gens ce genre de choses sans qu'ils ne comprennent pas. Du coup, je n'ai pas du tout fait preuve de pédagogie
Et enfin, le dernier truc, pour moi, qui est le plus important, c'est que j'ai vraiment commencé pour les mauvaises raisons. Je ne me suis pas demandé quel était l'intérêt pour mon équipe et pour le produit sur lequel je travaillais de faire un design system. J'ai voulu me faire un kiff perso parce que j'avais lu un article et j'avais vu un meet-up. Et plutôt que faire un projet perso, j'ai décidé que c'était vachement mieux de le faire sur le projet. Donc, c'est pas toujours très ouf de faire ça. Je déconseille. Ou en tout cas, trouver des vraies raisons que pour vous faire plaisir personnellement. Et quand vous voulez convaincre les gens, moi je suis adepte du pied dans la porte, c'est que vous allez aussi convaincre en faisant. Expliquer dès le départ, mais expliquer aussi par la démonstration. Et on peut aussi convaincre, mais du coup aussi, même si on a convaincu au début, les gens peuvent aussi changer d'avis derrière. Donc faites toujours attention, faites preuve de pédagogie à toutes les étapes de votre projet, tout le temps dans tout ce que vous faites. Et alors moi je vais vous parler un petit peu en quelques exemples du projet sur lequel je travaille aujourd'hui, donc je suis assez fière. Donc c'est pour Betagoo, c'est l'application du contrat d'engagement jeune, donc le CEJ. Et en fait, c'est une application qui permet de recréer un lien entre les conseillères, conseillers Pôle emploi et Mission locale avec les jeunes qui suivent. Et ce sont des jeunes qui sont ni en formation, ni qui n'ont pas travaillé. Et l'idée, du coup, c'est de recréer un lien, mais aussi des accompagnements, les accompagner dans la réinsertion. Donc c'est un projet plutôt assez d'utilité. Donc ça, c'est chouette et je vais vous montrer quelques exemples. La deuxième étape, quand vous faites vos design systems, ça va être de faire un état des lieux de votre existant. Donc, déjà, première chose, qui vont être les utilisateurs de votre design system? On va avoir deux types d'utilisateurs. Les utilisateurs directs. Donc déjà, l'équipe, les développeurs, designers, PO, qui vont être les premiers créateurs, contributeurs, utilisateurs. Et ensuite, vous allez avoir potentiellement d'autres services, comme le marketing, la communication, les gens, par exemple, du support, peuvent se servir d'une partie du design system. Et surtout, vous allez avoir ce que j'appelle les utilisateurs indirects. Donc, eux, ils ne vont pas être utilisateurs de votre design system, de votre librairie de composants, mais par contre, c'est pour eux qu'on fait les choses. C'est pour eux qu'on fait accessible, c'est pour eux qu'on fait ergonomie, c'est pour eux qu'on se lève le matin et qu'on se casse un peu la tête. Donc, il ne faut surtout pas les oublier, ne pas les perdre de vue, ce sont vraiment les utilisateurs finaux. Ensuite, vous devez également identifier quelle sera l'équipe cœur. Donc, faut à minima, un designer et un développeur. Mais c'est vraiment à minima. Après, votre équipe peut être plus ou moins grande. Suivant. Après, il faut aussi que ça soit bien attention sur la base du volontariat. N'imposez pas à quelqu'un de faire des systèmes s'il n'en a vraiment pas envie. Ça ne marchera pas. Alors, du coup, sur l'équipe avec laquelle je suis, alors on a une product owner. On a deux développeurs, parce qu'en fait, j'ai une application mobile B2C et une web app côté métier pour les conseillères. En vrai, il y a 6 applications au total, parce que c'est pour des métiers un peu différents. Donc, on a développeur web, on a développeur mobile, et du coup, les designers, on est 3. Et Pixel. Voilà, c'est mon chat. Et vous ne partez surtout pas d'une page blanche. Partez d'un existant. Même si c'est un existant qui n'a qu'un mois, partez vraiment de quelque chose. Il faut vraiment que vous allez extraire votre design system d'un existant. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Ne partez pas de zéro. Ne vous lancez pas bien en tête. Donc on sait qui sont nos utilisateurs, on a identifié l'équipe cœur. Du coup, on peut voir également qu'est-ce qu'on a comme produit. Donc je vous ai dit, on a une application native B2C, on a une web app métier, et du coup, on peut savoir quels sont les frameworks qui sont utilisés, si elles ont une librairie, un peu près, on a un peu un cadre. Là, ça va, on n'en a que 2, même si en vrai, il y en a plus, parce qu'il y a des suivant les droits, etc. Mais vous pouvez être sur des entreprises où vous en avez 10, 20, 200, 500, suivant votre entreprise. Donc, identifiez quel sera vraiment le produit sur lequel vous voulez commencer à extraire vos design systems, à créer vos design systems. Nous, on va partir du coup sur l'application, la web app métier. Donc, une fois qu'on a décidé qu'on partait sur notre web app métier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre à plat. Vous allez voir, c'est assez bête et méchant comme exercice. Donc, vous allez faire des captures d'écran de vos parcours et de vos écrans, du coup. Important qu'elle soit tout sur le même environnement. Si c'est de faire sur la prod, faites tout sur la prod. Ayez comme ça une seule vérité. Ayez les différents devices. Si vous avez quelque chose qui est responsive, ayez bien le mobile à chaque fois. Si votre application est totalement pétée sur mobile, prenez une capture pour montrer qu'elle est pétée. Ça alimentera votre moulin. Et surtout, si vous n'avez pas tout, pas de panique. Si vous n'avez pas une capture d'écran d'une fonctionnalité qu'on retrouve au bout d'un tunnel
où personne ne va jamais. Vous pouvez même vous poser la question de faire du tri par le vide. Peut-être que cette fonctionnalité, finalement, on peut s'en débarrasser. L'objectif de ça, c'est vraiment d'avoir une vision globale sur votre existant. Une fois que vous avez toutes ces captures d'écran, vous pouvez les afficher sur un mur dans une salle, comme ici, soit sur quelque chose un board virtuel comme Miro, Mural, FigJam, ce que vous voulez. Même pourquoi pas, je sais pas, PowerPoint. Libre à vous. Une fois que vous avez tout, on va faire ce qu'on appelle un tableau d'identification. Vous allez voir, c'est très chiant. Je vous préviens. Donc vous avez vous avez ce tableau avec ces différentes colonnes et vous allez du coup définir vous allez dire qu'on a un bouton. Donc là, on va définir que c'est une classification, c'est un composant qui est fonctionnel. Donc c'est quelque chose qui est fonctionnel, comme son nom l'indique, versus sémantique, donc qui apporte du sens. Quand on parle de sémantique, ça va être plus lié au style, donc les couleurs, la typographie, les espaces, les icônes, etc. Vous allez le catégoriser dans une famille. Donc là, c'est un bouton, c'est facile, c'est bouton, la famille bouton. À notre bouton, on lui donne un nom, qui est non définitif, ça on verra dans un autre temps. Mais l'idée, c'est qu'on soit à peu près sûr qu'on parle tous de la même chose. Vous allez pouvoir également lister les états que vous avez identifiés au sein de votre design system. Vous avez bien le enable, le over, le disable. Le nombre de récurrences fonctionnelles, donc vous allez compter. 1, 2, 3, 1. Alors attention à ça, si vous avez des listes, en fait, ne comptez pas, ne rajoutez pas des numéros à des choses qui sont liées à du métier. Voilà. Si vous avez des listes qui sont, par exemple, si vous avez une liste de 10 éléments, mais que c'est lié à une valeur métier qu'a rentré l'utilisateur, ça ne fait pas, c'est un seul composant. Je précise. Et enfin, le nombre de styles différents. Alors là, on a 3 boutons. Donc voilà, on a 3 styles, donc 3. Et enfin, vous pouvez commencer à identifier les problèmes. Là, le problème qu'on a identifié sur ces magnifiques boutons, c'est que le bleu sur bleu, en termes de contraste, on n'est pas trop bon. C'est pas ouf. Alors ça, j'ai fait une capture. Nous, on a fait cet exercice-là sur l'application. Donc on a fait un atelier de 2 heures. On était en équipe. On a fait l'équipe crevette. Alors, vous ne voyez pas trop. Mais il y a l'équipe crevette et l'équipe sardine, parce que j'aime bien les poissons. Puis il fallait trouver des noms. Et du coup, on les a tous classés. Et nous, comme on a 2 applications, on a aussi identifié les éléments qui pourraient être transverses. Alors, pas transverses sur l'implémentation, mais transverses sur le style, sur le look qu'il pourrait y avoir. Donc, on a quelques éléments comme ça qui sont comme les input texte, les boutons. Bon, finalement, les boutons ne sont plus transverses, mais à l'époque, c'était prévu. Voilà, comme ça, vous pouvez dès le départ savoir un peu, ça vous donne un peu une vision pour aller voir un petit peu plus loin. Donc ça, c'est sur FigJam que je vous recommande de tester un jour, si vous avez l'occasion. Donc de manière un peu plus zoomée, donc vous voyez bien l'équipe sardine et crevette et mes collègues que vous retrouvez. Et enfin, ce que vous devez à tout prix faire, c'est demandez-vous quels sont les éléments qui guident vos design systems. Alors quand je dis ça, en fait, demandez-vous si vous ne faites pas ça, vos design systems, en fait, demandez-vous s'il y a des choses que vous ne faites pas, ce que votre design system sera un échec. Par exemple, vous pouvez définir que votre design system doit être à tout prix accessible, parce que s'il n'est pas accessible, en fait, vous avez fait un échec, vous êtes mauvais. Voilà, dans le cadre de votre design system. Alors, juste attention, non, l'accessibilité doit être au cœur de votre design system. C'est une obligation, ça concerne plein de gens, il faut le faire. Et puis, c'est aussi une obligation légale. Donc, vraiment, ça doit être au cœur de votre design system. Alors, nous, sur notre projet, donc on a défini que l'accessibilité au cœur. En plus, je travaille pour Betagouv, donc on a d'autant plus une notion de service public. Mais on a aussi défini qu'on avait une transversalité entre les applications, parce qu'on voulait qu'il y ait des styles différents, etc., comme ça qu'un conseiller, une conseillère, Pôle emploi, quand elle voit l'interface des jeunes, elle comprenne sans avoir besoin d'une notice derrière, qu'il y a un code métier un peu identique. Et enfin, ça c'est un peu le casse-tête, c'est comment rendre une application métier responsive mobile. Qu'est-ce qu'on a dans une application métier globalement beaucoup? Comment? Ah oui, mais il y a un autre truc. Ouais, des tableaux, avec plein de colonnes. Voilà, donc ça c'est le truc sur lequel je bosse en ce moment. Comment faire des tableaux responsives. Sans scroll horizontal, je précise. Voilà, donc on a vraiment, ça c'est vraiment les 3 objectifs de notre design system et tout ce qu'on fait
est drivé par ça, et en fait, c'est drivé à un point que ça arbitre le fonctionnel et le métier. Tout ce qu'on prend est par rapport à ces 3 points-là, comme décision. Une fois que vous avez identifié vos différents éléments, vous pouvez les prioriser. Donc, on a 3 manières de prioriser qu'on va faire les unes après les autres. La première, ça va vraiment être de prioriser la valeur métier par rapport à la fréquence. Sur j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Alors, quand je parle de valeur métier, ça va être posez-vous la question de si on supprime ce composant, est-ce que mon utilisateur peut quand même effectuer l'action? Très souvent, oui. On aime bien rajouter des nouveautés parce que ça nous fait plaisir, mais souvent, on n'a pas besoin. Et à ça, vous allez du coup pouvoir dire la fréquence par rapport à la rareté. Alors attention, il y a quelques composants où ça ne marche pas pour la fréquence et par rapport à la rareté. C'est que par exemple, vous allez avoir des composants que vous allez retrouver une seule fois, comme votre navigation, mais qu'on va retrouver partout. Et pour le coup, qui est très importante, parce que sans navigation, sauf si vous faites un web page, on ne va pas aller très très loin. Donc c'est vraiment à prendre en compte. La deuxième manière de prioriser, une fois que vous avez fait ça, ça va être d'identifier les éléments qui sont vraiment critiques, sur 3 aspects. Le premier, c'est l'utilisabilité, ensuite l'accessibilité, et enfin le nombre de styles différents. Et ça va vous permettre d'arbitrer, parce que si vous avez, par exemple, votre premier composant qui est le plus important et le plus fréquent, le bouton au hasard, et qu'en fait, il est très bien accessible, qu'on comprend ce qu'il fait, et que vous avez à peu près que 2 styles différents sur vos 400 boutons, et pas 300 styles sur les 400, il faut dire, finalement, c'est peut-être le deuxième composant par lequel on va commencer le travail. Petit instant, on va dire, vu qu'on est dans une salle de cours, école, utilisabilité. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce mot? Ouais. Trop bien, 2 personnes. C'est plus qu'à Devox, je dis. Alors, l'utilisabilité, c'est un gros mot, c'est un des trucs de base en ergonomie. C'est l'aptitude d'un objet ou service à être utilisé facilement par une personne conformément à ce pourquoi il était conçu. Attention, l'utilisabilité, ça prend également en compte l'expérience des utilisateurs. Moi, j'appelle ça également l'anti-micro-ondes. Parce qu'un micro-ondes, ça sert globalement à réchauffer un plat ou décongeler au pire. Je pense qu'on a tous eu des micro-ondes devant lesquels on s'est trouvé très bête. Le mieux, c'est les micro-ondes dans les entreprises où vous avez la notice à côté. Est-ce que quelqu'un qui a déjà vu ça? Ouais. Voilà, donc l'utilisabilité, c'est vraiment l'anti-micro-ondes, c'est que quelque chose est censé faire ce pourquoi il a été conçu et qu'on comprenne son usage sans une notice à côté. Autre moment théorique, la loi de la similarité. Alors c'est pourquoi c'est important de ne pas avoir deux éléments qui font la même chose, qui ont des têtes différentes, parce qu'en fait il y a une loi sur donc la théorie de la forme, la théorie de la Gestalt en ergonomie, qui dit que 2 éléments qui sont identiques sur la forme le sont dans le comportement et dans ce qu'ils font. Donc par exemple, si vous avez 4 boutons de style différents, à chaque fois votre utilisateur va devoir comprendre que c'est un bouton et à chaque fois devoir recomprendre le fonctionnement et à quoi il sert. Pour peu qu'il ne soit pas du tout affordant et qu'il ait une ferme, qu'on ne comprend pas que c'est des boutons, vos utilisateurs ne sont pas très contents. Et inversement, si vous avez 2 éléments qui sont identiques mais qui ne font pas la même chose, c'est pas bon non plus. Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est important de compter le nombre de styles différents. Et enfin, la troisième manière de prioriser, c'est vraiment la complexité de développement versus l'implémentation. Parce que quand vous allez faire votre design system, vous allez pouvoir le faire en 2 temps. Dans un premier temps, vous allez développer en isolation votre composant, alors généralement on le fait dans Storybook, pour pouvoir l'avoir dans un environnement globalement neutre, le tester sur l'accessibilité, etc., son fonctionnement, et après l'implémenter. Donc vous allez faire en 2 temps. Ça peut permettre aussi que de plus facilement, si vous êtes sur une équipe qui fait à la fois du fonctionnel et du design system, de plus facilement trouver du temps pour faire les 2. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est aussi chaque équipe fait comme il veut, mais moi je trouve que ça marche assez bien. Et du coup, une fois que vous avez ça, vous avez en fait, félicitations, vous avez votre composant ambassadeur. Vous avez le premier composant que vous avez défini, que vous allez développer, concevoir, et qui va être l'ambassadeur de votre design system. C'est lui le lanceur de paillettes, comme dit Stéphanie. Donc c'est lui qui va vraiment montrer, prouver, expliquer un peu tout l'intérêt, et vous pouvez même potentiellement avoir un effet waouh.
Quatrième étape, donc on a parlé de composants, et un design system, ce sont des composants, mais c'est surtout de la documentation. C'est nos courants, notre ensoleillement. Donc voilà, mettre en place. Et quand on parle de documentation, qu'est-ce qu'on va documenter? Qu'est-ce qu'on met au sein de notre documentation? La première chose, on va mettre des composants simples, un input, un bouton, je parle beaucoup de boutons, ou complexes, comme un tableau ou une navigation un peu avec plein de tiroirs dedans. Vous allez pouvoir mettre le style, donc tout ce qui est lié à la couleur, la typographie, vos espacements, vos radius, vos shadows, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez. Vous allez mettre tous vos éléments de marque, les logos, vos signatures, on ne sait jamais des signatures, des favicons. La petite astuce, c'est d'avoir des favicons de couleurs différentes suivant vos environnements. C'est vachement pratique. Tout ce qui est lié à l'iconographie, les illustrations, les icônes, vous pouvez même mettre les alternatives textuelles de vos icônes à cet endroit-là, pour l'accessibilité. Donc tout ce qui est lié à l'accessibilité, ce que c'est, comment on fait, les différents critères. Ce qui est lié au content, donc quel est le ton, la formulation, un lexique, le glossaire de comment on parle aux utilisateurs. Votre aide technique, comment on installe telle librairie, le lien vers Figma, comment on contribue, tous ces trucs-là. Pouvoir mettre vos parcours, comment on ajoute, comment on modifie un composant. Et enfin, mon truc préféré, vous allez pouvoir mettre la documentation de la documentation. Il y en a qui rigolent. Alors, je pense que personne n'aime écrire de la documentation. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment vraiment ça, honnêtement? Ouais. Écrire de la documentation, souvent, elle n'est pas lue. Et si on veut qu'elle soit lue, il faut qu'elle soit écrite pour les utilisateurs. Et ce n'est pas facile d'écrire. Donc, expliquer comment on écrit de la documentation, qu'est-ce qu'on met dedans, comment on formule. Ça, c'est très important de documenter vraiment votre manière de documenter pour que n'importe quelle personne qui va contribuer soit capable de documenter simplement, sans d'abord se demander pendant 4 heures comment il faut faire. Et quand on documente un élément, votre documentation, en fait, elle doit être simple, pragmatique, on évite les listes à la Prévert, ce n'est pas un roman qu'on écrit, évolutive et enfin utile. Ne mettez que ce dont vous avez besoin. N'imaginez pas de la documentation dont on ne sait jamais, peut-être, on aurait besoin dans 10 ans. Ça, c'est juste du temps perdu. Puis ça, du coup, votre documentation va devenir beaucoup trop complexe pour ce qu'elle est censée être. Et vous allez documenter, du coup, à la fois techniquement, sur comment on se sert d'un point de vue technique, comment on implémente votre composant, comment il est, et également fonctionnellement, dans quel cadre on s'en sert, dans quel cadre on ne s'en sert pas. Ensuite, vous allez choisir où est-ce que vous avez centralisé. Maintenant, vous savez ce que vous allez mettre dans votre documentation, vous pouvez commencer à penser solution. Donc vous avez plusieurs solutions. La première, ça va être d'utiliser un outil dédié, une solution dédiée. Zero-S, Specify, Storybook, vous en avez Backlight aussi. Donc je vous conseille demain d'aller, c'est la petite minute pub, d'aller faire le workshop de Mads sur le design system. Vous pouvez également choisir de créer votre outil maison. Attention, qui dit maison, dit développement, dit qu'il va falloir maintenir, dit charge de travail supplémentaire, qu'il va falloir évoluer. Souvent, ça ne marche pas trop bien. Ou enfin, pourquoi pas détourner un existant, parce que votre entreprise, par exemple, décide que non, il n'y a que Confluence qu'on peut utiliser dans notre entreprise. Donc, vous avez par exemple Confluence, un wiki, Notion, vraiment. En fait, il n'y a pas du tout de limite tant que ça répond à vos besoins. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'avoir une vision un peu long terme. Parce que si vous vous rendez compte au bout de 2 semaines que ce que vous avez utilisé, ça ne marche pas, il va falloir tout refaire. Et comme c'est long, potentiellement, ça peut être un échec. Et moi, ça a été ma seconde erreur. Alors, comme on n'apprend jamais de nos erreurs, je n'avais pas non plus embarqué mon équipe. J'ai dit, on va faire un design system. C'était l'année d'après. Donc, j'ai commencé à le faire sur Sketch, qui est un outil de prototypage, et en Markdown dans le wiki du projet sur GitLab. Je suis designeuse. Du coup, j'ai appris le Markdown. L'avantage. Alors, à maintenir, ce n'est pas possible. C'est très, très compliqué. Et avoir une vision globale, c'était encore plus compliqué. Durée de vie du design system, bon, avant c'était 1 semaine, là c'était 2 semaines, on est un peu mieux, mais c'est pas non plus la folie. Alors aujourd'hui, sur le projet sur lequel je suis, nous avons, en fait, on utilise Zero8, qui est un super outil, je vous recommande de jeter un coup d'œil, je n'ai pas d'action, qui vous permet de centraliser tous vos design systems, écrire votre documentation, c'est très facile d'utiliser. Avec ça, on a un UI kit sur Figma,
qui est un outil de designer, et on utilise Storybook pour avoir nos composants en isolation. Comme ça, on a tout plus ou moins au même endroit. Ensuite, votre documentation, il va falloir l'ordonner, vos design systems. On ne va pas mettre les choses comme ça en vrac les uns après les autres. Donc pour ça, moi j'utilise un des outils qu'on a en tant que designer, donc ça s'appelle en UX design, c'est le trait de carte. Donc vous allez mettre sur des petites cartes vos composants et vous allez demander aux utilisateurs de vos design systems de les ranger, de les hiérarchiser, de les mettre dans des familles comme eux, ils le feraient. Et après, en analysant ça, ça va vous permettre d'avoir vraiment l'organisation la plus optimum par rapport à la logique, à ce qu'on appelle à la logique de vos utilisateurs. Et du coup, demain, votre utilisateur il va savoir que s'il cherche un lien, c'est dans navigation et que ce n'est pas, par exemple, dans bouton. Voilà. Mais du coup, ça sera vraiment, il va pouvoir trouver. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des règles de nommage, de nomenclature. Pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de partir de votre composant ambassadeur pour définir ça. Alors, comment on fait? Alors, j'ai un petit atelier. Donc, la première chose, vous allez pouvoir ensemble définir, lors d'un atelier, donc designer, développeur, déjà la langue. Alors, ça paraît bête parce qu'on va facilement partir vers de l'anglais, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans tous les contextes. Par exemple, nous, ça a été une vraie question, parce que comme on travaille pour Betagouv, est-ce qu'on met du français et de l'anglais? On a défini qu'on mettait nos composants en anglais et qu'on laissait en français tous les cas métiers, tout le vocabulaire métier. Mais du coup, c'est un vrai choix, c'est une vraie décision qu'on a prise. C'est important de prendre des décisions. Ensuite, on a défini quelle est la structure, comment on allait écrire. Donc, on a décidé qu'on allait tous écrire en snake case, donc designer et développeur, de manière, et que ça soit mobile et web. Tout le monde écrit de la même manière. Puis, la question s'est posée, comment on va faire la hiérarchisation? Donc, on a deux niveaux de hiérarchisation, une hiérarchisation d'importance et une hiérarchisation de taille. Donc, par exemple, pour l'importance, on est parti sur des notions de primary, secondary, tertiary. Quaternary, vous pouvez aller très loin comme ça. Et pour les tailles, du coup, sur des notions de taille de t-shirt. Mais on aurait pu dire level 1, level 2, mais du coup, on est parti en taille de t-shirt parce que ça nous paraissait le plus simple. Et on était à plus l'habitude. Puis ensuite, vous pouvez installer mettre des petits exemples. Et donc là, on a défini, que je me souvienne, la data card pour un composant et le style, donc c'est le size S pour des tailles de typographie. Et ça, vous pouvez le documenter. N'oubliez pas de documenter ça dans la documentation de votre documentation. Et ce qui est très important quand vous allez nommer les éléments, par exemple pour le style, surtout pour le style, c'est que du coup, les changements que vous allez faire ne doivent pas avoir d'impact sur votre nommage. Quand votre secondary color va passer de violet à jaune, ce n'est que la valeur hexadécimale que vous changez pas le nom. L'objectif de ça, c'est que des changements de couleur, des changements de typographie, tout ce que vous voulez d'un point de vue style, deviennent des non-événements. Tout d'un coup, faire du multi-thème, du dark theme, ça va devenir beaucoup plus simple. Et que ça soit votre nomenclature ou l'architecture de vos design systems, il faut qu'elle soit identique côté fichier de dev, côté fichier de design et enfin dans votre documentation. On a vraiment tout est ordonné de la même manière, nommé de la même manière, on parle tous de la même chose. On est 7, 8 même, 8, et les autres aussi des autres équipes, et tout le monde, quand on dit quelque chose, tout le monde sait de quoi on parle. Et ça, c'est très très important parce que si votre design system ne répond pas aux besoins de vos utilisateurs, eh bien, en fait, il ne sera pas utilisé. C'est comme tous les produits. Et ça, c'est très dommage. Parce qu'une fois que vous avez déjà fait tout ça et qu'à la fin, c'est juste du temps perdu, c'est très déceptif. Et surtout que si vous plantez une fois, globalement, on ne vous laisse pas toujours retester une deuxième fois. Donc, attention. Ensuite, on va reprendre le bouton et qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va le documenter. Mais on ne va pas le documenter tout seul dans son coin, on va faire ce qu'on appelle un atelier composant. Donc, alors je vais rentrer tout de suite dans le détail. La première chose, c'est que vous allez... donc, on est parti du bouton. Et donc, on a déjà défini qu'est-ce qu'on est son statut. Donc, la première chose, on parle d'une refonte, parce qu'on était sur de la refonte. Donc, on refonte côté web app. On le classifie en tant que composant fonctionnel par rapport aux sémantiques. Ensuite, en tant que designeuse, on a un peu expliqué ce qu'il est censé faire. Donc, en fait, ce qui fait notre composant, c'est qu'il déclenche une action au clic ou à entrer. Donc, il déclenche une action. Maintenant qu'on sait ce qu'il fait, on a défini ensemble comment on l'appelait.
Là, vous allez me dire, c'est facile, c'est un bouton, donc c'est button. Là, pour des composants plus compliqués, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder la liste des balises HTML. Il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui ne sont pas dépréciés. Et de vous nommer par rapport à la sémantique HTML. Et comme le monde est bien fait, vous allez pouvoir utiliser finalement cette fameuse balise HTML pour développer votre composant. Donc ça permet tout de suite, vous allez en plus recréer du lien entre les designers et les développeurs comme ça. Vous allez définir du coup les variations que vous avez. Donc là sur le bouton, on va avoir 3 niveaux, donc primary, secondary, tertiary de boutons, et on va avoir avec du texte et une icône, et certains avec qu'une icône. Et enfin la liste de nos états. Donc, de manière, vous mettez tous les éléments, donc enable, over, et précisez ceux qui doivent garder le comportement natif de votre composant. Ensuite, par rapport à ça, vous allez pouvoir enfin définir ensemble quelle est la structure de votre composant, quelles sont les boîtes, les balises HTML, vous allez le faire ensemble. Et souvent, les designers, on a déjà eu cette réflexion avant. Donc, en tant que développeur, vous allez pouvoir vous en servir. On évite à chaque fois de réinventer la roue et de faire 4 réflexions différentes pour arriver au même résultat. Vous allez pouvoir définir quels sont les styles dépendants pour ne pas oublier eux aussi de les documenter de leur côté. Et enfin, les fameux do et don't. Alors que ça soit, par exemple, définir qu'un lien n'est pas un bouton et qu'un bouton n'est pas un lien, ou alors tout simplement que le label est un verbe à l'infinitif, et que bien sûr, votre composant doit fonctionner au clavier. Ce que vous ne voyez pas ici. Vous pouvez également préciser la liste des règles d'accessibilité à prendre en compte, pour prendre de l'avance par rapport au référentiel général d'accessibilité, d'amélioration de l'accessibilité. Et très très important, votre composant ne doit surtout pas faire le café, même si c'est très tentant. Attention, si vous avez un composant qui commence à faire papa et maman, posez-vous la question de l'utilité, et pourquoi pas, ce sont 2 composants différents. Reprenons un petit peu, qu'on parle d'un parcours d'un composant. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a priorisé, après l'état des lieux. Ensuite, vous allez pouvoir faire un atelier composant et vraiment pouvoir concevoir votre design de votre composant. Vous allez ensuite le développer en isolation, puis l'implémenter. Et dès que vous ferez chacune de ces étapes, vous allez pouvoir commencer à documenter. Parce que vous allez documenter dès que vous allez apprendre quelque chose. Quand on priorise, qu'on comprend où est-ce qu'il y a des soucis, on apprend quelque chose. Quand on fait l'atelier composant, on le fait de la documentation, on apprend. Quand on le développe, on va également apprendre. Et surtout, quand on l'implémente, on a son fonctionnement dans son environnement naturel et on apprend. Et à chaque fois, surtout, on documente. Documenter ne doit pas prendre de temps, vous documentez au fur et à mesure. Et une fois implémenté, votre composant il risque d'évoluer. Vous allez pouvoir lui rajouter des fonctionnalités, corriger certains bugs, etc. Et à chaque fois que vous faites une évolution, vous documentez votre évolution. Et bien sûr, au bout d'un moment, documenter, ça deviendra tellement naturel que vous n'y penserez plus. Alors, ce qu'il faut faire très très attention, c'est qu'au commencement, votre design system va vous demander beaucoup d'efforts, parce que ce qu'on fait quand on commence un design system, on va surtout résorber de la dette. Ça, de la dette technique, de la dette d'accessibilité, de la dette design. Donc ça demande du temps, donc il faut vraiment le prendre en compte. Mais à force, vu qu'après on est sur de la réutilisabilité, et vous allez aussi prendre en main, vous allez être plus rapide parce que vous allez avoir des bonnes pratiques, etc., cette perte de temps va se lisser dans le temps. Donc vous allez finalement à la fin en théorie en gagner. Enfin, la dernière étape, c'est vraiment de créer de l'engagement autour de votre design system. Alors pour ça, trouvez-lui un petit nom pour qu'il puisse exister par lui-même en tant que produit. Ça va permettre à tout le monde de s'approprier, et ce qui est bien quand on s'approprie quelque chose, c'est que du coup on s'approprie aussi le devoir de qualité. Et un exemple tout bête, moi à une époque, je travaillais sur un design system, c'était le design de Cécile. Le jour où on lui a trouvé un nom qui s'appelait Tempo, et c'était le design system, c'était le design de Tempo, mais du coup également de toute l'équipe. Et donc, on est sur une responsabilité participative. Et ça va vous permettre, du coup, de communiquer pour faciliter l'utilisation par d'autres produits et services. Quand je parle de communiquer, vous allez devoir communiquer régulièrement. Donc, pour ça, il va falloir créer un canal de communication dédié. Donc, par exemple, sur un Slack, sur un Mattermost, sur un Discord, suivant vos habitudes. Et également une adresse mail également dédiée. Alors, vous allez pouvoir partager l'actualité, mais ça va permettre aussi aux utilisateurs et contributeurs de vos design systems de savoir comment vous contacter.
que ce soit pour vous faire un feedback, pour vous faire une demande, etc. Il faut qu'on sache comment vous contacter. Nous, sur notre projet, on a appelé notre design system Llama. Le projet s'appelle l'application du Sage. Je vous laisse trouver le jeu de mots. Et du coup, on a documenté qui étaient les personnes à contacter. Donc, avec une adresse mail, un canal sur Mattermost, qu'on utilise Mattermost, et du coup, les personnes au sein des différentes équipes, au sein de l'équipe Design System. Donc, ce ne sont pas nécessairement les personnes qui vont faire, mais les personnes qui vont centraliser l'information. Et enfin, le présenter au reste du monde, donc que ce soit les équipes internes, les autres filiales, si vous êtes au sein d'un groupe. Nous, je suis au sein de BetaGouv, donc on va sans doute pas tarder à davantage en parler. Et enfin, à l'externe. Ça va permettre aussi aux autres personnes d'utiliser votre travail, vos design systems, et vous participer à la communauté. Et du coup, ce qui est assez simple, c'est que ça va commencer à marcher dans l'autre sens, c'est que les gens vont se mettre à contribuer sur votre design system. Donc votre design system, d'abord, dans un premier temps, donc vous l'avez extrait de votre produit A, il va commencer à alimenter votre produit A, du coup, et très vite, il va commencer, du coup, à alimenter un produit B, qui lui-même va l'alimenter, et C, etc. Et ça peut aller très, très vite. Moi, j'ai un exemple, Tempo, le produit B a commencé du Tempo au bout de 3 semaines. On l'avait mis en place. Donc, ça peut aller très vite. Donc, j'ai fait une petite checklist récapitulative. Donc, n'oubliez pas de convaincre, de faire un état des lieux, de prioriser. Ne faites pas tout d'un coup. Faites petit bout par petit bout. Ça va vous permettre d'apprendre à chaque fois. Et c'est plus facile. Il vaut mieux se planter sur des petits éléments. Mettez en place votre documentation. Faites des choix. Documentez vos choix, surtout. Écrivez-les. Et enfin, créez de l'engagement autour de vos design systems. Et après, une fois qu'on a résorbé notre dette, on va faire quoi? Des petits nouveaux composants. On va définir des parcours de gouvernance pour les intégrer. Alors là, c'est un exemple. C'est à vous de définir le vôtre. Moi, j'ai fait faire cet exercice-là à des étudiants. Sur 30 étudiants, j'ai eu 30 schémas totalement différents. Donc, la première chose, c'est que vous avez, là, dans l'exemple, je dis, on a un nouveau composant. On va avoir un besoin. Suite à ça, on a fait un atelier pour un peu définir un peu le concevoir, se demander vraiment concrètement à quoi il sert. Maintenant qu'on savait dans quel cadre on l'utilisait, on se demande, est-ce qu'on va l'utiliser à 3 endroits et plus? Est-ce qu'on l'a testé? Si oui, pas de souci, le truc il est pérennisé, on va pouvoir l'embarquer et créer un nouveau composant. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on l'utilise soit un qui fait à peu près la même chose, mais pas tout à fait de notre bibliothèque existante, parce que comme on a déjà une jolie bibliothèque, on a de quoi. Soit on peut définir qu'on travaille avec 2 librairies, une qui va servir à tester plutôt rapidement, notamment auprès d'utilisateurs, mais qu'une fois qu'on a testé, pérennisé, etc., ajusté notre besoin, on va pouvoir faire un refacto et créer notre propre composant et le changer. Une fois qu'on a fait ça, un deuxième cas d'utilisation, un troisième cas qu'on a testé, et qu'on en a vraiment besoin, etc., on va pouvoir créer un nouveau composant et l'ajouter à notre design system. Et moi, s'il y avait vraiment une seule chose que je voulais que vous reteniez aujourd'hui de tout ce que je vous ai dit, c'est surtout ne faites que ce qui est nécessaire dans votre design system, tout globalement, et surtout ne prenez jamais d'avance. Merci.